Votre roman L'autre vie se déroule dans le monde des biotechnologies et on peut se demander si les biotechnologies aujourd'hui ne sont pas la nouvelle frontière de l'utopie, comme le progrès technique à la fin du 19e siècle. Effectivement, mais dans le sens où les biotechnologies peut-être traiteraient des deux valeurs les plus importantes peut-être de notre monde, je dirais, industrialisé, c'est-à-dire la santé et le confort. Elle s'attache à nous proposer un monde où nous serions peut-être exempts de toute mortalité et nous vivrions mieux notre propre corps. C'est un sujet, à mon avis, qui m'intéresse parce que il porte en lui un germe d'un certain avenir du monde. Et ce qui me touche en littérature, ou en tout cas dans le roman, c'est une dimension visionnaire. C'est un peu ces livres qui ressemblent à des boîtes noires du futur et dont on décrypterait les signes. Vous connaissez la phrase le titre qui est un peu un manifeste de Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine. Il me semble aujourd'hui que le contemporain nous est donné dans une telle accélération, sous la forme de l'actualité, que pour prendre la mesure de la vérité de notre monde, on est obligé un peu de prendre de l'avance sur la réalité telle qu'elle se présente à nous. C'est pour cela que le roman, dans ce qu'il peut avoir de visionnaire, me paraît le plus très pertinent aujourd'hui. Dans ce côté visionnaire, il y a un aspect quand même qui est l'aspect humain, et le narrateur, lui, a un petit peu de mal à adhérer totalement à cette vision, puisqu'il semble compenser ce monde un peu trop lisse et idéal en s'intéressant de très près aux femmes handicapées physiques avec qui il préfère avoir des relations sexuelles plutôt qu'à des femmes normales, entre guillemets. Il se surprend à éprouver du désir pour des infirmes. En tout cas une infirme. Et il va se surprendre encore plus à en aimer une autre, à en tomber amoureux. Effectivement, il se surprend à aimer quelque chose qui est de l'ordre de la difformité pour un regard qui aurait intégré l'idée de normalité. Mais c'est une manière aussi d'accéder à ce que peut avoir d'atypique le désir. Le désir ne se situe pas n'a pas pour objet la perfection cosmétique. Il joue aussi des imperfections, de la zone d'ombre, du non-dit. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a plusieurs passages. Il y a le passage dont on parlait un peu, qui prend acte du monde technique à une mutation biologique. Il y a un passage aussi du règne de la politique à celui de l'économie, mais il y a aussi un passage plus personnel pour le narrateur, pour le héros, qui serait un passage du fétichisme. C'est sa forme, en tout cas, de relation ou de rapport à l'éros, à l'amour, au don de soi. Et Romina, qui est l'héroïne handicapée de laquelle il va tomber amoureux, est pour lui une manière de révélation de ce dont il est capable en amour. Précisément, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un monde sans vie privée, c'est-à-dire que la vie professionnelle et l'intimité se confondent totalement au point que l'individu est exposé au regard du public d'une manière ou d'une autre en permanence, 24 heures sur 24. Effectivement, ça c'est un des aspects du livre importants, c'est que l'intimité, le domaine privé, le secret me paraissent aujourd'hui comme des espèces en voie de disparition. La zone d'ombre est comme ça pourchassée par toutes sortes de lumières et de transparence presque obligatoires. Vous êtes mal vu si vous avez une zone d'ombre. Le personnage en a une très grande et elle est presque incarnée dans l'écriture. Il tient un journal qui apparaît dans la forme même du livre. Ces carnets sont sa vraie vie. Et dans sa vraie vie, il y met ses méditations, il y met son rapport à Romina, son histoire d'amour. C'est sa manière de garder ce qu'on pourrait dire un jardin secret, mais c'est plus qu'un jardin secret, c'est un univers, c'est 1000 univers. C'est les dimensions de son esprit.